et à tous et bienvenue dans Au fil du barreau, le podcast de l'Ordre des avocats au barreau de Lille. Aujourd'hui, on s'intéresse à un outil de plus en plus présent dans les relations entre citoyens et administration, la médiation administrative. Une démarche fondée sur l'écoute, la neutralité et la recherche d'un accord qui permet souvent de sortir du conflit autrement qu'en passant par un jugement. Pour mieux comprendre ce processus, ses règles et ses atouts, nous accueillons Maître Catherine Degan, avocat et médiatrice expérimentée. Bonjour Maître Degan. Bonjour madame. Première question, qu'est-ce que la médiation administrative ? Alors la définition de la médiation administrative figure dans le Code de justice administrative, un article L213.1. C'est en fait une reprise de la définition de la médiation comme elle figure dans le Code de procédure civile depuis maintenant à peu près 30 ans. La médiation, la définition est la médiation s'entend tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par la juridiction. La définition est bien faite, elle reprend effectivement tous les éléments de la médiation administrative. Le législateur a pris la peine de qualifier de médiation tout processus structuré quelle qu'en soit la dénomination, et il l'a fait en connaissance de cause au regard de l'histoire de la médiation administrative. La médiation, le terme médiation n'était pas connu de la justice administrative, on parlait davantage de conciliation, et en réalité la médiation était réservée aux institutions publiques. Le premier médiateur administratif célèbre que l'on connaît, c'est le médiateur de la République qui a été créé en 1973 et qui est devenu aujourd'hui le défenseur des droits. Depuis les médiateurs dans les administrations et même dans le secteur privé se sont multipliés, l'idée était de faciliter la résolution de litiges entre l'administration et l'usager ou un client et une entreprise. Les médiations que je qualifierais d'institutionnelles existent toujours. On trouve aujourd'hui des médiateurs dans toutes les administrations, même les collectivités locales, mais elles ont pour caractéristique première d'être incarnées par des personnes membres de l'entreprise ou de l'administration auxquelles est confiée la mission de médiation. Elles sont souvent formées à la médiation, mais elles restent statutairement membres de l'administration en question, ce qui génère auprès des usagers ou même des clients une forme de défiance quant à leur neutralité par rapport aux administrations auxquelles elles appartiennent. Les médiateurs qui sont choisis par les parties ou désignés par le juge, disait le texte tout à l'heure, sont des personnes de tous horizons, souvent des juristes de formation, auxquels le Conseil d'État a demandé d'être formés dans les matières dans lesquelles ils vont intervenir. C'est une différence majeure avec la médiation judiciaire, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, dans laquelle il n'est pas exigé du médiateur une formation juridique particulière. Là, le Conseil d'État est très insistant sur cette question. Il souhaite des juristes spécialisés dans les matières de droit administratif et des gens formés à la médiation. En matière administrative, la médiation peut être ordonnée dans des domaines techniques, et c'est pour ça que le Conseil d'État insiste sur cette compétence juridique ou spécialisée du médiateur, et attend du médiateur qu'il connaisse à minima la matière pour ne pas laisser les parties s'engager dans la voie d'un accord qui ne pourra être formalisé, in fine, en conformité avec la loi. Existe-t-il plusieurs types de médiation ? Alors oui, effectivement, le texte que j'ai cité tout à l'heure retient deux formes de médiation qui existent d'ailleurs aussi au judiciaire. Une médiation qui est initiée par les parties avant même qu'un litige ne naisse et ne soit porté à la connaissance d'un juge ou dans le cadre d'un projet. Ça s'appelle de la médiation de projet en l'occurrence. Ou, seconde hypothèse, la médiation qui est ordonnée par un juge. Là, l'hypothèse est la suivante. Un litige est ouvert devant la juridiction et le juge pense qu'une issue amiable est possible. Il va proposer au début du process aux parties d'entrer en médiation, si bien sûr elles le veulent. Pour le dissocier, j'appelle la première la médiation conventionnelle, celle que les parties mettent en œuvre seules. Elles conviennent ensemble d'y avoir recours, elles choisissent leur médiateur et demandent à celui-ci d'intervenir, déterminent ensemble les conditions de son intervention, jusque y compris sa rémunération, tandis que dans la seconde, avec l'intervention du juge, la médiation que j'appelle juridictionnelle, pour la distinguer de la médiation judiciaire qui est particulière au juge judiciaire, là, tout passe par l'intermédiaire du juge. Le juge peut-il m'imposer une médiation ? Non, en l'occurrence, la loi prévoit que le juge qui pense qu'un litige peut trouver une solution amiable à travers une médiation la propose aux parties au litige. En l'état actuel des textes, il ne peut pas l'imposer. Les parties sont donc appelées à donner leur accord à la médiation par un courrier que le juge adresse aux parties intéressées, et si l'une d'entre elles refuse, il n'y aura pas de médiation. Maintenant, l'expérience montre souvent que des parties qui ne sont pas familiarisées avec la médiation
acceptent pour ne pas déplaire au juge, presque par obligation, sans être vraiment convaincus de la nécessité ou de l'opportunité que la médiation représente pour eux, mais qu'en réalité, elles ne sont pas prêtes à se mettre autour d'une table pour discuter. Et qui est le médiateur? Quel est son profil? En matière administrative, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce sera une personne formée à la médiation. Pour ma part, j'ai repris mes études pendant près de 2 ans pour devenir médiateur et ne cesse de me former depuis au sein de l'association à laquelle j'appartiens ou par moi-même, et formé également, je l'ai dit tout à l'heure également, formé au domaine du droit, public en l'occurrence, administratif, dans lequel il faut intervenir. La difficulté tient aujourd'hui au fait que la médiation administrative n'a pas 10 ans, puisqu'elle a été créée par la loi de 2016, en tout cas en matière administrative, et que les juristes, notamment les avocats, rechignent encore pour l'instant à se former à la médiation parce que la formation la plus complète et la plus intéressante est relativement chronophage. Quel est son rôle? Son rôle, ce sera celui d'un tiers, une personne neutre et indépendante des parties qui sera là pour faciliter la reprise d'un dialogue qui a été rompu, la recherche d'un accord gagnant-gagnant pour toutes les parties en présence. Il assurera par sa posture ses garanties d'indépendance et de neutralité, mais aussi c'est primordial pour les parties, rappellera que le processus est tout entier préservé par la confidentialité. La confidentialité, ça voudra dire au concret que tout le monde pourra s'exprimer librement, les parties, leurs conseils, échanger librement sur le litige qui a été posé sur la table du juge, mais même ouvrir, l'étendue de la problématique pour qu'on puisse aller rechercher, jusqu'aux racines du litige, et trouver une solution. Cela est très important pour les parties en présence. Tout ce qui se dira en médiation sera confidentiel et ne pourra être évoqué en dehors, y compris devant le juge si la médiation devait échouer, bien évidemment avec quelques exceptions en l'occurrence. Et comment débute une médiation? Eh bien, les médiateurs ont tous des méthodes différentes. Pour ma part, je prends toujours attache avec les parties et leurs conseils par téléphone avant la première grande réunion commune qu'on appelle une réunion plénière. Je contacte les avocats s'il y en a pour qu'ils m'expliquent leur dossier, sachant que quand je suis mandatée par le tribunal, je n'ai aucune idée du contenu du litige auquel je vais m'intéresser. J'ai juste le nom des parties et de leur avocat et c'est tout. Donc les avocats se permettent de m'expliquer ce qu'ils ont évoqué de leur litige devant le juge, mais j'apprécie surtout de pouvoir contacter les parties parce qu'avec leurs mots à elles, elles vont évoquer leur litige comme elles le vivent et seront parfois même de me dire ce qu'elles attendent de la médiation, ce qui est important et qui ne serait pas forcément juridique. Quelquefois, quand le litige n'est pas empreint d'affect, quand c'est un domaine technique qui est abordé, les échanges téléphoniques préalables peuvent permettre d'orienter les discussions de la future réunion plénière qui fera gagner du temps à tout le monde. Ça permettra pour certains de me dire quelle est la problématique, pour l'autre de commencer à y réfléchir ou de rassembler des pièces qui seront utiles par la suite. Aujourd'hui, les réunions plénières peuvent également se dérouler en visioconférence pour des questions de coût. Faire déplacer par exemple plusieurs personnes, toute une équipe en réunion physique est coûteux, mais une réunion en présentiel apporte aussi des informations qui ne seront pas forcément disponibles en visio, comme des réactions spontanées des participants, pas nécessairement visibles à l'écran en visio, puisqu'on n'aura jamais qu'une personne à la fois derrière l'écran. J'avoue que je suis partagée quant à l'utilisation ou l'usage de la visio. Je pense que ça dépend des domaines abordés, et notamment de la question de savoir si on est sur du dossier technique ou si au contraire on va être sur des dossiers avec beaucoup de ressenti humain où le présentiel sera sans doute préférable. Alors, dois-je y aller seule ou puis-je être accompagnée? Eh bien, c'est au choix. Pour ma part, j'exige la présence des parties. Je n'envisage pas de médiation sans les parties. Je sais que des confrères m'ont expliqué qu'ils avaient été appelés en médiation seuls, sans leurs clients, ce que je trouve relativement étrange. Pour ma part, j'exige la présence des parties, puisque ce sont elles qui doivent, en l'occurrence, dit le texte, participer à la recherche d'un accord à travers les échanges qu'elles auront. Il n'est pas pour moi concevable que la médiation puisse avoir lieu sans elles. Maintenant, deux métiers, les avocats sont parfaitement à même de mener des discussions s'il y a matière, donc je ne vois pas très bien pourquoi il y aurait des médiations avec les avocats seuls. Mais la présence des parties est primordiale, bien évidemment, si elles sont accompagnées d'un avocat, c'est d'autant plus intéressant qu'ils soient présents. Et combien de temps dure une médiation ? Eh bien là, je dirais que la réponse va dépendre directement de la teneur du litige. Si le dossier est simple, avec une seule réunion, les choses peuvent être entendues. Maintenant, si le dossier est complexe, je pense par exemple à des dossiers de marché public avec des contrats ou des malfaçons en matière de travaux, eh bien plusieurs réunions seront nécessaires.
Pour ma part, je n'aime pas faire tourner inutilement le compteur, comme on dit, c'est-à-dire que je regarde après la première réunion plénière si le dialogue est renoué et si les parties sont en capacité d'échanger directement, ou via leurs conseils bien évidemment. Si c'est le cas, à l'heure actuelle, j'ai une série de dossiers techniques en cours. Si le dialogue est renoué, en général, les gens savent échanger directement et ils continuent de faire avancer ou de progresser vers un accord total ou partiel. Maintenant, encore une fois, si c'est des choses et des dossiers avec beaucoup d'affect, je pense que la présence du médiateur est quelquefois rassurante pour les particuliers et à ce moment-là, effectivement, ça prendra plus de temps puisqu'il y aura plus de réunions. Et dans quelle matière peut-il y avoir une médiation administrative ? Alors sur le papier, en tout cas, c'est ce que les magistrats qui étaient promoteurs de la médiation quand elle a été décidée en 2016 indiquaient. Toutes les matières du droit public peuvent laisser entrer la médiation, mais sans aucun doute, certaines matières s'y prêtent plus facilement. Je parlais tout à l'heure de médiation avec beaucoup d'affect, de sentiments humains. Ça va être le cas, par exemple, de relations qui se sont dégradées et qui doivent être impérativement restaurées parce que les parties auront encore affaire les unes aux autres après la médiation, après le litige. Ce sera par exemple des relations de travail, comme dans le contentieux de la fonction publique, ou des relations contractuelles qui doivent se poursuivre après le litige. Ce sera le domaine de prédilection de la médiation. Maintenant, avec le temps, on a ouvert la médiation à d'autres domaines qui apparemment sont plus techniques, comme le droit de l'urbanisme, mais ça donne de très bons résultats malgré tout. Par exemple, dans le cadre d'un recours au tiers, c'est-à-dire d'un voisin mécontent d'un permis de construire qui serait accordé à son voisin immédiat, eh bien, parce qu'il n'aurait pas été informé de ce qui se fait ou autre, il conteste la décision de permis accordée à son voisin devant le juge. Et comme c'est un tiers, mais il y a encore de l'affect derrière, ça relève du conflit de voisinage. Au judiciaire, c'est pareil. Et effectivement, la médiation peut être intéressante dans cette hypothèse, ou encore dans le contentieux de la responsabilité. Par exemple, si la faute est établie, je pense au contentieux notamment de la responsabilité médicale ou hospitalière publique, eh bien ça relève de la compétence du juge administratif. Si la faute est établie, souvent le juge administratif aime bien envoyer en médiation le dossier parce qu'il s'agira d'une question de somme d'argent à allouer. Mais avant ça, la recherche des parties, notamment des victimes, ce sera d'avoir un certain nombre d'explications pour comprendre ce qui s'est passé et comment on en est arrivé au préjudice qui est le leur. La question financière deviendra secondaire lorsqu'elles auront eu justement la réponse à ces questions. Souvent, les victimes sont en attente de réponse, elles n'ont pas compris, par exemple, ce qui s'est passé. Elles sont confrontées à des professionnels du milieu médical auprès desquels elles ne trouvent pas les explications qui la satisfont. Eh bien, matériellement, cette médiation va permettre justement un échange direct, je dirais, en vis-à-vis. Et souvent, elles ressortent de là déjà satisfaites d'avoir eu des réponses, d'avoir été écoutées et entendues. Et puis souvent, elles laissent les avocats ensuite discuter de la question financière sans plus intervenir dans le process de médiation. Je dirais que pour moi, le seul et unique critère valable pour savoir si un dossier peut aller utilement en médiation, ce serait de savoir si l'humain trouve une part dans la médiation. Et chaque fois qu'il y a une part d'humain, je dirais que la médiation a effectivement droit de citer. Maintenant, la loi ne permet pas tout non plus, puisque la médiation permet d'ouvrir le différend au-delà du litige. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas cantonné aux strictes limites qui ont été posées au litige devant le juge. On peut aller au-delà et on peut résoudre des problématiques qui sont connexes aux questions qu'on a posées au juge. Mais effectivement, sur le papier, on s'est tenté, on s'est essayé même devant les juridictions administratives, par exemple, dans certains domaines du droit des étrangers, alors qu'a priori tout le monde y était hostile, en particulier tout ce qui était administration d'État. Et pour autant, ça a quand même fonctionné dans certains cas. Donc, tout est possible en l'occurrence. Alors finalement, quels sont les avantages de la médiation ? Alors à côté de la confidentialité dont on a parlé tout à l'heure, qui permet d'ouvrir la parole et de libérer la parole des parties en présence, il y a deux avantages certains à la médiation qui sont à mon sens les revers d'une même médaille. D'abord la rapidité du processus et je dirais par ricochet son coût. La rapidité, pourquoi ? Parce qu'en copiant ce qui était prévu dans le Code de procédure civile, on a prévu que la médiation administrative devait durer 3 mois. Le médiateur était désigné pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois. Donc sur le papier, une médiation administrative à l'initiative du juge, ça dure 6 mois maximum. Évidemment, la juridiction fait preuve de souplesse, puisque si on est à 5 mois et quelques jours et qu'on avance très bien dans le process, eh bien je dirais que le juge laisse le temps qu'il faut. Sachant que de toute façon, entre une requête déposée au tribunal et le jugement final, on va se retrouver avec un délai qui va, selon les juridictions, de 12
à 24 mois avant d'avoir le jugement. Donc perdre 3 à 6 mois pour tenter de trouver un accord amiable sera toujours plus intéressant que d'attendre 1 ou 2 ans avant d'être jugé et de ne pas forcément finalement être satisfait du résultat en bout de course. Avec la rapidité vient aussi le fait que c'est moins coûteux puisque les honoraires du médiateur, alors si c'est la règle en général, sont partagés par moitié entre les parties. Maintenant, de ça aussi on peut discuter en médiation, c'est-à-dire qu'on peut prévoir que la répartition sera plus importante pour une administration, moins importante pour un particulier. Tout se discute, y compris la répartition du coût de la médiation. Combien coûte une médiation ? Eh bien, le coût est déterminé par les parties et le médiateur. Alors, au tout début de la médiation administrative, c'est le juge qui indiquait dans l'ordonnance de désignation du médiateur à quel taux horaire il serait rémunéré, ce qui était une moyenne, en l'occurrence, dans le secteur. Pour la médiation conventionnelle, c'est parfaitement libre, c'est-à-dire la médiation avant un litige posé devant le juge. Donc, les parties discuteront du taux horaire du médiateur, de la répartition entre elles. Mais en médiation juridictionnelle, eh bien, le coût moyen hors taxe sur l'île, en tout cas, tourne autour de 180-200 euros hors taxe l'heure, partagée entre les parties en présence. Enfin, et dernière question, comment cela se passe-t-il en cas d'accord ou non ? Eh bien, s'il n'y a pas d'accord, la procédure qui est pendante devant le juge reprend son cours. Elle se poursuit devant le tribunal, sans que le tribunal lui-même sache pourquoi la médiation a échoué, puisque, toujours dans le respect du principe de la confidentialité, le médiateur informera juste la juridiction de ce que la médiation a échoué, sans expliquer les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. S'il y a un accord, eh bien, au choix, soit il sera total, soit il sera partiel. S'il est partiel, les parties rédigeront ensemble un accord sur leurs points d'accord et informeront le juge de ce qu'il lui reste à trancher, des points sur lesquels elles n'ont pas trouvé d'accord. Si l'accord est total, les parties rédigeront un accord qu'elles pourront, mais sans obligation, soumettre à l'homologation du juge. Elles peuvent très bien se contenter de leur accord rédigé entre elles, et le litige s'arrêtera là. C'est-à-dire qu'elles adresseront au juge pour l'informer un mémoire qui signifiera au juge qu'elles d'abord ont trouvé un accord. Le juge n'a pas besoin, sauf homologation, d'être informé du contenu de l'accord et de ce qu'elles se désistent de leur recours. Dans tous les cas, s'il y a un accord, ce sont les parties elles-mêmes et en pratique leur avocat qui rédigent l'accord, mais jamais le médiateur, ce qui fait aussi une différence par rapport à la conciliation qu'on connaît dans le monde judiciaire. Eh bien, merci de votre écoute. Un grand merci à Maître Catherine Degan pour ses explications claires sur la médiation administrative et son rôle essentiel dans la relation entre usagers et institutions. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner pour découvrir les prochaines voix du barreau de Lille. À très bientôt dans Au fil du barreau.